Bonjour, bonjour. Je vous ai laissé la dernière fois à l'annonce de l'enlèvement du bébé des Lindbergh. Nous étions donc le 2 mars 1932, lorsque nous reçûmes le télégramme fatidique de la part d'Anne et Charles Lindbergh, nous annonçant que Charlie Junior avait été enlevé la veille et qu'une rançon avait été demandée. Nous décidâmes bien entendu de ne rien dire aux enfants pour ne pas les traumatiser, mais nous étions tous totalement sous le choc, horrifiés et désespérés de ne rien pouvoir faire pour aider nos amis face à ce cauchemar. Maman et moi envisageâmes de prendre le bateau pour aller les rejoindre, car les lignes aériennes commerciales entre la France et l'Amérique n'étaient pas encore en fonctionnement à cette époque. Cependant, il aurait fallu laisser mes 5 enfants pendant des semaines et notre présence auprès d'Anne et Charles, même en les soutenant du mieux que nous pourrions, n'aurait pas été d'une grande utilité. La mort dans l'âme, nous renonçâmes à partir. En revanche, Andrew, qui était très proche de Charles Lindbergh, décida sur le champ de s'envoler pour New York avec son ami Dieudonné Coste, un ancien élève de l'école d'aviation de mon grand-père Roch. Dieudonné avait réussi 1 an et demi auparavant la traversée de l'Atlantique dans le sens Paris-New York avec son partenaire Maurice Bellont, et il repartait régulièrement avec escale ou sans pour l'Amérique. Il connaissait évidemment très bien Lindbergh qui avait réussi le même exploit que lui 3 ans plus tôt, mais dans le sens New York-Paris. Plus facile à cause du vent, disait d'ailleurs Dieudonné. Le temps d'organiser la traversée, et le 6 mars à l'aube, il mettait son avion à la disposition d'Andrew et de Claudine, qui avait absolument tenu à accompagner son mari, espérant de toutes ses forces que son habitude des enquêtes policières, son réseau d'espionnage et son pouvoir de déduction hors du commun pourraient aider d'une façon ou d'une autre leurs amis à retrouver leur bébé adoré. Elle me confia donc ses enfants, et j'étais dans un état d'angoisse indescriptible en imaginant Claudine et Andrew au-dessus de l'Atlantique pour une traversée ô combien hasardeuse encore. Heureusement, Dieudonné avait décidé qu'il ferait 2 escales, ce qui me rassura un peu jusqu'au télégramme qu'ils nous envoyèrent enfin 2 jours plus tard en nous disant qu'ils étaient arrivés dans le New Jersey aux côtés de Charles et d'Anne. Au petit plaisir, durant les jours qui suivirent, nous dûmes être d'une vigilance extrême pour que les enfants ne devinaient rien du drame qui se passait chez nos amis. Hélas, nous aurions dû nous douter qu'avec la célébrité mondiale de Lindbergh, cette histoire ferait la une des journaux et tiendrait le monde entier en haleine. De surcroît, lorsque nos amis Lindbergh étaient restés au petit plaisir, Charles avait très gentiment proposé des baptêmes de l'air durant la fête du village, et tous ceux qui avaient eu la chance et le courage de voler aux côtés du fameux aigle solitaire en gardaient un souvenir impérissable. Le nom de Lindbergh était donc vénéré chez nous. C'est pourquoi je ne fus malheureusement guère surprise lorsque Flora et Rocky revinrent de l'école 1 semaine après l'enlèvement de Charlie Junior, en pleurant et en nous demandant si cette histoire était vraie ou pas. Mes enfants savaient en effet que parfois les journaux exagéraient la vérité ou même inventaient de toutes pièces des histoires pour faire vendre, car nous recevions souvent au petit plaisir des célébrités qui se plaignaient sans cesse des ragots et des histoires à dormir debout colportées par ces journaux à scandale. Charles et Anne nous avaient d'ailleurs eux-mêmes raconté, lorsqu'ils étaient au château, que plusieurs fois certains de ces torchons, comme ils disaient, avaient annoncé que Charles était atteint d'un mal incurable ou encore qu'Anne avait succombé aux avances de son dentiste. Cela les faisait parfois sourire, mais la plupart du temps, ils se sentaient tout de même blessés et impuissants face à ces calomnies. Hélas, comme nous aurions aimé que cet enlèvement ne soit qu'une invention de plus. J'étais désespérée que les enfants soient au courant, car ils adoraient tous Charlie Junior, et cela me rendait malade que leur petit cerveau se mette à imaginer le pire pour cet adorable bébé. D'ailleurs, Flora se mit à faire des cauchemars toutes les nuits, et Rocky, lui, développa un syndrome de surprotection de sa petite sœur Kala, qui n'avait que quelques mois de plus que Charlie Junior, dont elle avait été si proche durant son séjour chez nous. J'avais beau rassurer mon fils en lui disant que personne ne viendrait enlever Kala, car nous n'étions pas assez célèbres pour intéresser des malfrats, Rocky n'en démordait pas, allant jusqu'à exiger même de dormir à côté de sa petite sœur afin de la protéger. Cette atroce histoire allait d'ailleurs bouleverser Flora et Rocky pendant de nombreuses années, ce qui me rendait vraiment triste, en plus du désespoir que j'éprouvais en pensant à l'adorable Charlie, bébé blond, joufflu et rieur. Heureusement, Saskia, à 5 ans et demi, n'avait pas conscience de ce qui se passait. Elle avait compris que Charlie était parti en vacances loin de sa maison. Si seulement. Maman, Épiphanie et moi ne dormions quasiment pas, et plus les jours passaient, plus les chances de retrouver Charlie Junior en bonne santé s'amenuisaient. Nous suivîmes l'enquête pas à pas, de la manière la plus directe qui soit, puisque Claudine nous faisait un rapport détaillé tous les 2 jours. C'est ainsi que nous apprîmes rapidement ce qui s'était passé, le fameux soir de l'enlèvement de Junior et les jours qui suivirent. Le 1er mars 1932, nos amis Charles et Anne, ainsi que leur bébé Charlie, sa nurse et les domestiques, étaient dans leur maison de campagne du New Jersey, qu'ils avaient choisie précisément pour son isolement et sa tranquillité, non loin d'un petit village appelé Hopewell. Vers 19h30, Betty, la nurse, avait couché Charlie, et vers 21h, Charles, qui lisait dans la bibliothèque pendant que Anne prenait un bain, avait entendu du bruit comme du bois qui se cassait. Il avait pensé que c'était une des caisses d'orange qui était tombée dans la cuisine, et il s'était dit qu'il la réparerait le lendemain matin. Vers 22h, la nurse était montée comme tous les soirs pour voir si Junior dormait bien,
et elle ne l'avait pas trouvé dans son lit. Elle était alors allée trouver Anne pour voir si le bébé était avec elle, puis les deux femmes paniquées étaient descendues voir Charles dans la bibliothèque. Ce dernier avait foncé dans la chambre de son fils pour trouver le petit lit effectivement vide. La fenêtre qui fermait mal depuis quelque temps était ouverte et il avait trouvé sur le rebord un mot griffonné et bourré de fautes d'orthographe réclamant une rançon de 50 000 $ contre le petit. Les policiers immédiatement prévenus avaient relevé des empreintes de pas sous la fenêtre, celles de pneus un peu plus loin et le reste d'une échelle cassée dans les fourrés. Claudine, qui vivait la situation de l'intérieur, nous dit qu'Anne et Charles devenaient fous et qu'ils étaient prêts à tout, bien sûr, pour revoir leur bébé. Les soupçons s'étaient d'abord portés immédiatement sur l'entourage de l'enfant. Tout d'abord la nurse de Charlie, Betty Go, qui aurait pu être complice de ceux qui avaient enlevé l'enfant. Cependant, elle n'avait pas bougé de la soirée et son désespoir ne semblait pas fin. La police ne retint donc rien contre elle. Ensuite, il y eut la femme de chambre d'Anne, qu'elle connaissait pourtant depuis des années. Elle s'appelait Violet. Et cette histoire l'avait tant troublée qu'elle fut incapable de répondre correctement à l'interrogatoire des policiers et ne put fournir un alibi sérieux sans se contredire et bafouiller. Tant et si bien que, sentant l'étau se resserrer sur elle, elle avait préféré se suicider au cyanure après un second interrogatoire. Pourtant, les policiers avaient pu vérifier la véracité de son alibi 2 jours plus tard. Claudine nous disait qu'elle trouvait cependant très étrange que la malheureuse se soit procurée du cyanure aussi facilement que de l'aspirine. Enfin, l'ancien chauffeur allemand des Lindbergh, qu'Andrew connaissait bien et qui était charmant, fut soupçonné également, mais il était ce soir-là dans une pension de famille en compagnie de nombreux amis. Le pays entier s'était mobilisé sur l'affaire et des centaines de personnes proposaient leur aide, y compris Al Capone, le fameux gangster, qui du fond de sa cellule faillit convaincre Charles qu'il l'aiderait à retrouver son fils si on le libérait. Ensuite, Claudine me raconta qu'en dépit des conseils qu'elle et Andrew tâchaient de donner aux Lindbergh, ces derniers et la police faisaient tout en dépit du bon sens. Charles en premier lieu, qui avait fait confiance à un drôle de type nommé Joseph Condon, qui avait proposé par une annonce dans le journal de servir d'intermédiaire avec les ravisseurs. Ce professeur à la retraite de 70 ans avait d'ailleurs reçu une lettre par laquelle les ravisseurs disaient qu'ils étaient d'accord pour le rencontrer à New York. Condon avait proposé une rencontre avec eux dans le cimetière de Saint Raymond, dans le Bronx, avec l'accord de Charles qui avait absolument interdit à Andrew, Claudine ou la police de s'approcher du cimetière. Condon lui aurait alors demandé de lui prouver que l'enfant était bien entre ses mains, et quelques jours plus tard, il recevait par la poste le petit pyjama que Charlie Jr. portait ce soir-là. Claudine nous dit qu'en revoyant le petit vêtement, Anne avait cru devenir complètement folle et en même temps avait conçu un espoir intense que son fils était vivant et qu'elle le reverrait après avoir versé la rançon. Andrew ne sentait pas du tout ce Condon non plus et ne comprenait pas pourquoi Charles s'en remettait à lui. C'est toujours ce drôle de bonhomme qui remit au ravisseur les 50 000 $ un mois après l'enlèvement de Junior. Il affirma que le fameux John à l'accent allemand lui avait dit que l'enfant était sous la garde de 2 femmes et il lui avait remis une enveloppe dans laquelle était écrit que l'enfant toujours se trouvait à bord d'un bateau nommé la Nelly. Lindbergh chercha ce bateau dans tous les ports de la côte Est, mais il dut se rendre à l'évidence qu'il n'existait pas. L'enquête était au point mort. Claudine et Andrew s'étaient sentis impuissants et étaient sur le point de rentrer en France. Mais un matin du début du mois de mai, quelques jours avant leur départ, un chauffeur routier qui s'était arrêté dans la forêt à quelques kilomètres de chez les Lindbergh pour soulager un besoin naturel avait fait l'abominable découverte d'un corps d'un nourrisson à moitié enterré et, hélas, en grand état de décomposition. Anne, à cette nouvelle, hurla de douleur, et on dut la retenir pour qu'elle ne voie pas son bébé dans cet état. C'est donc Charles et la nurse Betty qui procédèrent à l'identification grâce aux petites dents de Charlie et à une particularité qu'il avait au niveau des doigts de pied. Lorsque Claudine nous raconta cela, j'eus la vision d'Anne et moi donnant le bain à Cala et Charlie, quelques mois auparavant, et nous moquant tendrement d'un des petits orteils de Charlie un peu collés à l'autre. C'était vraiment intolérable, la pire chose au monde. Les enquêteurs conclurent que le bébé était probablement mort au moment de son enlèvement, en tombant de l'échelle, car son crâne était fracassé. Là encore, j'eus une nouvelle vision, en revoyant Lindbergh prenant son fils dans les bras de la nurse à chaque fois qu'il y avait trop de monde autour d'eux, de peur qu'elle ne le laisse tomber. Et je me dis que nous avions en nous souvent des prémonitions qui s'expliquaient ensuite, à certains moments de notre vie. Après cette découverte macabre, l'enquête piétina totalement et Claudine et Andrew, désespérés, quittèrent leurs amis après 3 mois passés auprès d'eux. Ce ne fut que 2 ans plus tard que la police arrêta un individu, nommé Hauptmann, qui réglait ses achats avec des certificats or, la monnaie de la rançon, qui était sur le point d'être retirée de la circulation et dont les billets avaient été numérotés par la police.
C'était le coupable idéal, car il avait à son actif de nombreux méfaits en tout genre. De surcroît, son écriture semblait correspondre à celle des demandes de rançon, et enfin il était menuisier, et on avait trouvé chez lui le même bois que celui qui avait servi à confectionner l'échelle. L'homme ne cessa par la suite de clamer son innocence en disant que l'argent lui avait été remis par un ami reparti en Allemagne et mort depuis. Mais tous les indices semblaient concorder, et le témoignage de l'étrange Condon lui fut fatal, car il affirma sans sourciller que c'était bien lui, le fameux John, qu'il avait rencontré. Hauptmann fut condamné à la chaise électrique. Claudine, elle, n'a jamais été convaincue de la culpabilité de Hauptmann, et elle était persuadée que Condon était lié d'une manière ou d'une autre à l'enlèvement, ainsi qu'une ancienne nourrice qui connaissait l'emplacement de la chambre du bébé et ses habitudes. Mais la police refusa toujours d'écouter ses convictions. D'ailleurs, d'autres billets de la rançon apparurent quelque temps plus tard, bien après la mort de Hauptmann, mais le gouvernement américain les fit disparaître comme s'il voulait tirer un trait sur toute cette affaire. Nous n'avons jamais su la vérité concernant ce drame qui nous a tous bouleversés d'une manière profonde. 3 ans après, Anne et Charles quittaient l'Amérique pour venir s'installer en Europe, et nous eûmes parfois l'occasion de les voir, mais très rarement, car je pense que pour Anne, c'était trop douloureux de regarder ma petite Cala, qui lui rappelait tant de souvenirs. Cette histoire bouleversa l'Amérique pendant des années, et c'est à partir de ce moment que le mot kidnapping, qui voulait littéralement dire enfant enlevé pendant la sieste, fut utilisé. C'est également à la suite de cette affaire que l'enlèvement de personnes devint un crime fédéral, mais tout ça ne fit pas revenir le petit ange. Charles et Anne eurent d'autres enfants, mais leur couple ne se remit jamais de ce drame, et Charles devint par la suite très infidèle, en ayant de son côté de nombreux autres enfants. Nous le perdîmes complètement de vue à partir de 1936, car son admiration pour un petit bonhomme moustachu et fanatique qui voulait diriger le monde n'était pas du tout du goût des habitants du Petit Plaisir. L'aigle solitaire allait se rapprocher dangereusement de l'emblème d'un autre aigle qui avait commencé à étendre ses ailes maléfiques sur le monde. Oui, Archie. Oui, cette histoire vous avait bouleversé. Et nous n'étions pas ensemble à ce moment-là. Non, en effet. D'ailleurs, mais je parlerai de tout ça dans mon prochain épisode. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.